Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre connexion. Afin de laisser le temps à l'ensemble des participants de nous rejoindre, nous vous proposons d'attendre 2 petites minutes avant de débuter. Profitez-en pour prendre connaissance de ces quelques conseils. Si vous avez un souci de connexion, n'hésitez pas à nous le dire via l'onglet questions-réponses. A tout de suite pour la présentation. Nous attendons encore une petite minute afin de laisser le temps à l'ensemble des participants de nous rejoindre et nous allons débuter ce webinaire. Merci. Dans le contexte actuel de télétravail pour beaucoup d'entre nous, nous utilisons toute la technologie dont nous disposons pour réaliser ce webinaire. Nous espérons rester à l'abri des aléas liés au format en direct de cette présentation. Un replay ainsi que le support de présentation vous seront adressés par la suite. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans notre webinaire « Poursuivre le travail en sécurité, c'est possible ». Je me présente, Anne Kaczmarek, je suis coordinatrice prévention sécurité ADECO France sur le périmètre Hauts-de-France depuis maintenant à peu près 9 ans. Pour faire court, ma fonction consiste à accompagner nos agences et clients pour garantir la délégation et le bon déroulement des missions de nos collaborateurs intérimaires. Et je suis donc accompagnée de mon homologue Raphaël. Bonjour Anne, bonjour à tout le monde et merci pour votre disponibilité. Donc moi, je suis Raphaël Rouillot, coordinateur prévention sécurité pour ADECO France également. Je suis basé sur Toulouse et j'ai pour mission d'assurer la coordination technique entre la direction commerciale grand compte chez ADECO et la direction prévention sécurité. Je suis pleinement mobilisé dans le domaine de la prévention depuis maintenant 12 ans. En tout cas, merci à tous pour votre connexion et bienvenue sur ce webinaire dont l'objectif est de parler de la poursuite de l'activité dans le contexte actuel du Covid-19. Nous vous souhaitons une très bonne présentation. Nous allons aborder ensemble plusieurs sujets liés à la pandémie qui nous touche maintenant depuis plusieurs semaines. Dans un premier temps, nous ferons un bref rappel sur ce qu'est le Covid-19. Ensuite, nous balayerons les différentes modalités organisationnelles applicables dans les entreprises avec le contexte actuel qui s'impose à nous. Et nous vous exposerons également rapidement notre retour d'expérience de la gestion de crise mise en œuvre au sein du groupe ADECO. Nous terminerons ce live par un temps de questions-réponses. N'oubliez pas de poser vos questions au fur et à mesure ou à l'issue de la présentation dans l'onglet questions-réponses à votre disposition. Nous répondrons à quelques-unes de vos questions en écho aux sujets les plus fréquemment abordés. Nous n'aurons certainement pas la possibilité de répondre à chacun. Aussi, sachez qu'un webinaire complémentaire à celui d'aujourd'hui est d'ores et déjà planifié mercredi prochain, le 6 mai à 15 h. N'hésitez pas à vous y inscrire. Alors, qu'est-ce que le Covid-19 ? À noter que pour construire le support que nous vous présentons aujourd'hui, nous nous sommes appuyés sur les sources officielles, à savoir l'Organisation mondiale de la santé, Santé publique France et le ministère du Travail. Le Covid-19. Le Covid-19 est donc une maladie provoquée par un nouveau virus identifié en Chine fin 2019 à Wuhan dans la province de Hubei
et qui n'avait alors été jamais observée chez l'homme. D'ailleurs, depuis le 11 mars 2020, l'OMS l'a qualifiée de pandémie, c'est-à-dire que l'épidémie a pris une ampleur mondiale. Le plus souvent, cette maladie peut être un simple rhume ou se présenter sous une pathologie qui peut être plus sévère avec détresse respiratoire. Elle est très contagieuse en l'absence de mesures de protection. Le ministère des Solidarités et de la Santé a déployé une application spécifique au coronavirus permettant de suivre au jour le jour l'évolution de cette pandémie. Aujourd'hui, jeudi 30 avril, nous recensons plus de 3 millions de cas confirmés dans le monde, dont plus de 163 000 en France. Plus de 210 000 personnes en sont décédées officiellement, dont plus de 23 000 en France. Comme vous le savez, la maladie se transmet par l'intermédiaire de gouttelettes, telles que les postillons, lors d'un contact étroit avec une personne infectée qui parle, tousse ou éternue. Le Covid-19 peut survivre sur les surfaces plusieurs heures, voire plusieurs jours. La durée d'incubation du virus est-elle de 2 à 14 jours? Pour les formes bénignes de contamination, les symptômes se caractérisent par de la fièvre, de la toux et une fatigue intense. En ce qui concerne les formes les plus aiguës de la maladie, viendront s'ajouter des difficultés respiratoires et la perte du goût et de l'odorat. Un point de vigilance a été exprimé avant-hier par le ministre de la Santé au sujet des cas de contamination chez les enfants. Un lien possible pourrait exister entre le Covid-19 et la maladie de Kawasaki, une maladie inflammatoire impliquant le cœur, les poumons ou l'appareil digestif. La bonne nouvelle ici étant que l'état de santé des enfants s'améliore très rapidement et qu'ils sont en péril que durant quelques heures. Il s'agit néanmoins d'un sujet pris très au sérieux par les autorités sanitaires et qui touche à date environ 30 enfants, essentiellement sur les périmètres de l'Île-de-France. Alors, que faire en cas de doute et ou de symptômes? Question fréquente. Selon les préconisations des autorités sanitaires françaises, il convient d'agir avec prudence et discernement face à l'apparition de symptômes. Par conséquent, ne surtout pas aller de votre propre initiative aux urgences ou chez votre médecin traitant. Vous trouverez d'ailleurs en bas à droite de votre écran le lien vers le ministère du Travail qui rappelle les préconisations d'usage. D'ailleurs, Raphaël, peux-tu nous rappeler quels sont les réflexes à adopter? Alors, comme vous l'avez sans doute entendu depuis quelques semaines, enfin j'espère, les gestes barrières et la distanciation sociale sont à respecter scrupuleusement. N'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains, de tousser ou d'éternuer dans votre coude ou dans un mouchoir, de privilégier l'utilisation de mouchoirs à usage unique et de limiter vos interactions sociales. Limitez au maximum vos contacts avec les autres et respectez une distance d'1 mètre afin de limiter drastiquement vos risques de contamination. Il convient également de nettoyer les locaux, les sols et les surfaces en respectant les protocoles établis par les experts. Vous trouverez via l'image à droite un lien vers les communications institutionnelles mises en ligne sur le site du ministère du Travail. Ce contexte nous challenge sur nos organisations de travail et nous oblige à nous adapter en vue de poursuivre nos activités professionnelles respectives. Nous allons maintenant balayer ensemble quelles sont les grandes lignes directrices des modalités d'organisation applicables en entreprise. Comme vous le savez, à l'arrivée d'un salarié dans l'entreprise, il y a des obligations légales à respecter. En effet, l'obligation de sécurité de l'employeur établie par le Code du travail est plus que jamais d'actualité. Il en va de l'intérêt des salariés, mais aussi de l'entreprise, car leur prise de poste dépendra largement de la confiance qu'ils allouent en leurs employeurs et la capacité de ce dernier à répondre à leurs inquiétudes et à les protéger contre les risques spécifiques liés à ce virus. Alors, 2 dispositifs s'imposent à nous dans le cadre que vient de rappeler Anne, l'accueil sécurité et la formation sécurité au poste de travail. L'accueil sécurité est une obligation pour tout chef d'établissement et doit s'articuler autour de 3 grandes thématiques qui sont la circulation des engins et des personnes, les risques liés à l'exécution du travail et la conduite à tenir en cas d'accident.
La formation à la sécurité au poste de travail, quant à elle, se doit d'être appropriée et surtout pratique. Elle permettra, entre autres, de répondre au 9e principe général de prévention dicté par le Code du travail. En tout état de cause, ces 2 dispositifs doivent être formalisés afin d'en garantir une traçabilité absolue. Quels impacts aura le virus sur le document unique d'évaluation des risques? N'oubliez pas que déjà depuis 2001, toute entreprise se doit d'évaluer les risques professionnels auxquels sont exposés ses salariés pour ensuite les consigner dans un document unique. Ce document en question permet de centraliser et de mettre en évidence les actions de prévention nécessaires pour éviter ou tout du moins limiter au plus bas la survenance du risque. Certaines situations doivent donc faire l'objet d'une attention particulière lors de l'actualisation. Il conviendra donc d'identifier les situations de travail pour lesquelles les conditions de transmission du Covid peuvent être réunies, comme les contacts étroits. De plus, il ne s'agit pas de traiter exclusivement des risques liés à l'activité professionnelle habituelle, mais d'anticiper l'émergence de nouveaux risques générés par le fonctionnement en mode dégradé de l'entreprise et ceux également liés à l'exposition au virus. Quoi qu'il en soit, sachez que les mesures de prévention qui en découlent doivent être portées à la connaissance des salariés selon des modalités adaptées et pratiques afin de permettre leur pleine application. Un risque peut en masquer un autre, soyez vigilants. Il convient donc d'intégrer le risque Covid-19 ainsi que les nouveaux risques induits à votre document unique au plus tôt, ce qui vous permettra de justifier d'autant plus facilement toutes les actions que vous mettrez en œuvre dans le cadre de la gestion de cette crise sanitaire majeure. Tout cela doit bien entendu se faire en cohérence et en écho de tous les changements notables apportés au fonctionnement aussi bien technique qu'organisationnel ou qu'humain dans nos entreprises respectives et qui sont tous induits par l'exposition potentielle des salariés au Covid-19. Passons maintenant sur les incontournables de l'organisation de travail en sécurité. Alors, concernant ces incontournables, il faut garder à l'esprit que chaque action mise en œuvre trouve sa justification dans l'évaluation du risque qui sera réalisé, ainsi que la réévaluation des autres risques liés à l'aménagement des locaux, à la réorganisation du travail, à l'affectation sur de nouveaux postes ou encore sur le télétravail. Nous vous proposons d'articuler les mesures que vous souhaitez prendre ou que vous avez déjà prises autour de 4 grandes thématiques, qui sont les mesures d'organisation générale, la diffusion des consignes sanitaires et le contrôle de leur respect, les mesures relatives aux EPI et les mesures à prendre en cas de contamination ou de suspicion. Donc, à titre d'exemple, en ce qui concerne les mesures d'organisation générale, il s'agira de spécifier quelle organisation vous avez mise en place pour gérer les entrées et les sorties du personnel sur vos sites ou dans vos locaux. De même, il s'agira de savoir quelles sont les règles que vous avez édictées au sujet de l'accès à vos locaux sociaux, par exemple. De tout état de cause, ces règles et consignes doivent être abondamment communiquées à l'ensemble de vos collaborateurs pour en garantir à la fois la compréhension et l'application, d'où l'importance de l'accueil et de la sensibilisation au risque. Au sujet des équipements de protection individuelle, il sera important de savoir quel processus de mise à disposition vous avez envisagé, qui est chargé de les remettre, dans quelles conditions et surtout, le plus important, comment les gestes barrières et la distanciation sociale sont à respecter lors de cette opération-là. Dans le même esprit, comment avez-vous géré l'accès au point d'eau avec du savon ou à défaut la mise à disposition de gel hydroalcoolique? Au sujet des mesures à prendre en cas de suspicion ou de contamination, la clé de la réussite résidera néanmoins dans l'anticipation de la démarche. À l'issue de notre webinaire, vous pourrez télécharger le support de présentation utilisé, ainsi qu'une checklist que nous vous proposons et qui va regrouper une liste exhaustive d'actions de prévention incontournables, et nous vous la proposons à titre indicatif, bien entendu. Quelles sont les préconisations pour la poursuite d'activité? Raphaël a déjà bien introduit le sujet. Dans un premier temps, il conviendra de sanctuariser vos lieux de travail en mettant dès l'entrée un affichage des gestes barrières,
par la mise à disposition du totem de gel hydroalcoolique ou l'accès à un point d'eau avec du savon, la limitation de l'usage des ascenseurs et le maintien d'un maximum de portes ouvertes afin de limiter le contact avec les surfaces, les poignées, les boutons et renouveler ainsi l'air ambiant. Pensez également à modifier, si possible, le flux de circulation dans l'entreprise avec un flux en marche avant, évitant ainsi que les salariés ne se croisent. Vous pouvez aussi mettre en place le travail avec des horaires décalés. Pensez aussi à une procédure d'organisation de l'utilisation de l'espace de pause, de prise de repas et une procédure de gestion sur la livraison de vos fournitures ou matières premières. En ce qui concerne la sanctuarisation des postes de travail, il conviendra d'anticiper plusieurs éléments. La distanciation sociale est à prendre en compte dans l'agencement de vos espaces de travail. Il conviendra alors de laisser 1 mètre entre chaque collaborateur. Et dans ce cadre-là, l'agencement des bureaux en quinconce semble y répondre. Il conviendra d'interdire également les réunions dans des espaces clos ne permettant pas de respecter cette fameuse distance de 1 mètre ou bien la circulation de l'air. Rappelons-nous que le virus se transmet lors de contacts étroits et prolongés. Pour tout ce qui concerne les bureaux ou les pupitres qui sont au contact du public, il va falloir envisager de les protéger soit par une paroi en plexiglas ou alors à défaut en matérialisant un marquage au sol qui permettra de garantir la distance nécessaire afin de protéger les collaborateurs. Quoi qu'il en soit, toute mesure prise devra nécessairement être accompagnée d'un nouveau protocole défini avec votre société de nettoyage. Par exemple, toute mesure prise en lien avec les horaires de nettoyage devront être adaptés, car on nous spécifie aujourd'hui qu'il est fortement conseillé de nettoyer les espaces de travail avant la prise de poste et non pas le soir en fin de poste. Les personnes en charge du nettoyage devront être également correctement équipées afin de garantir leur sécurité. N'hésitez pas non plus à vous reporter aux communications institutionnelles qui sont relatives au nettoyage des locaux, des sols et des surfaces pour plus de détails. D'ailleurs, à titre d'exemple, encore, en fonction de vos branches d'activité, sachez que vous pouvez retrouver sur les sites de référence des préconisations de sécurité sanitaire adaptées à votre activité. Au PPBTP, UEMM, TRM, vous pouvez également trouver des fiches conseils métiers et guides pour les salariés et les employeurs sur le site du ministère du Travail, comme l'activité viticole, le travail dans le commerce de détail, boulangerie, plombier, chauffeur-livreur, etc. Aussi, pour faire écho à ce que vient d'évoquer Raphaël sur l'entretien des locaux, un guide a été élaboré par le ministère du Travail. Actuellement, ce nombre de guides, il y en a 33 actuellement, et il est prévu 60 pour le 11 mai. Question à laquelle vous avez pu être confronté depuis le début de la crise sanitaire, comment gérer les droits d'alerte et les droits de retrait? Pour rappel, le droit d'alerte et le droit de retrait doit être un danger grave et imminent. Le caractère de gravité pourra être retenu lié à la contamination par le virus. Le caractère d'imminence, lui, en revanche, est plus délicat à mettre en évidence. Quoi qu'il en soit, il convient de souligner que le droit de retrait vise une situation de travail particulière et non pas une situation générale de pandémie. Alors, dans le contexte actuel, dès lors que vous avez factuellement mis en œuvre les bonnes pratiques évoquées précédemment, le droit de retrait ne saurait être fondé, quoi qu'il en soit. En effet, les bonnes pratiques précitées s'inscrivent dans la droite ligne des dispositions prévues au Code du travail, ainsi que des recommandations nationales qui visent à protéger la santé et garantir la sécurité des collaborateurs. N'oubliez surtout pas d'informer l'ensemble de votre personnel sur les mesures prises et surtout sur leur justification, en privilégiant, si possible, le dialogue social au sein de vos institutions représentatives du personnel. Vous trouverez via le lien qui se trouve en bas de cette slide une synthèse du ministère du Travail sur les mesures à prendre par l'employeur dans le contexte actuel. En ce qui concerne les accidents du travail, l'établissement de l'origine
et de la date de la contamination par le virus Covid-19 sont très difficiles à recouper. Qui plus est, encore une fois, si une démarche de prévention est entreprise et que les moyens de protection sont effectifs. Dans cette mesure, la requalification en accident du travail ne pourrait être établie. Et dans le cas où déclaration il y aurait, il appartient donc à l'employeur d'émettre des réserves sur le caractère professionnel de l'accident du travail. Alors, en revanche, il semble aujourd'hui beaucoup plus envisageable de prendre en charge une victime du Covid-19 au titre des maladies professionnelles, qu'il s'agisse d'un professionnel de santé ou non d'ailleurs. Pour cela, il faudra être en capacité d'apporter la preuve que le travail habituel du salarié est bien la cause directe et essentielle de la pathologie. N'oubliez pas que dans le cadre des maladies professionnelles, c'est bien aux salariés de faire la démarche de déclaration et non pas à l'employeur. Cependant, un grand point de vigilance aujourd'hui, nous restons dans l'attente des décisions gouvernementales qui vont permettre la création d'un tableau de maladies professionnelles relatives au Covid-19. Nous vous proposons maintenant, à titre d'information, un rapide retour d'expérience de l'organisation en interne ADECO mise en œuvre depuis le début de cette crise sanitaire. Comme beaucoup d'entreprises, ADECO s'est montré réactif depuis le début de la pandémie au travers de communications afin de garder le lien avec ses partenaires. D'une part, à destination de ses salariés permanents, au travers d'interventions régulières de notre directeur général, avec la mise à disposition d'un programme d'accompagnement psychologique et social pour faire face aux difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans ce contexte qui se veut stressant. Par également des mailings et parutions quotidiennes d'articles dans notre intranet, du renforcement du relais managérial et de la création d'une boîte mail générique coronavirus qui a pour rôle de traiter les problématiques qui sont remontées par nos clients, par nos collaborateurs intérimaires. Nous avons pu d'ailleurs traiter jusqu'à 600 mails et ce service est assuré par les préventeurs et les responsables métiers ADECO. Et bien évidemment, nous avons créé différentes foires aux questions. Alors, en ce qui concerne nos salariés intérimaires, nous avons pu toucher plus de 400 000 personnes différentes par le biais de nos communications diverses. Dès le début de la crise sanitaire, nous avons adressé des mails et des SMS ciblés qui étaient articulés autour des gestes barrières et de leur nécessaire application. Des contacts téléphoniques ont été mis en place de façon régulière aussi par nos agences afin de ne pas rompre le lien de proximité qui nous unit à nos intérimaires. Nous avons, en parallèle de tout ça et de notre démarche de prévention pour nos salariés permanents, assuré la promotion du programme d'accompagnement psychologique et social qui leur est mis à disposition dans ce contexte. Nous avons pu également mettre en ligne via le site adeco.fr une page de questions-réponses qui va leur permettre de recenser les informations essentielles dont ils ont besoin. Cette page a été fréquemment alimentée et mise à jour par le biais des besoins qui nous sont exprimés par nos agences via la boîte mail de contact coronavirus. Enfin, pour les intérimaires ayant téléchargé l'application mobile ADECO et moi, ils ont bénéficié d'informations régulières tout au long de la gestion de cette crise via des notifications push. En ce qui vous concerne, nos clients, notre plan de continuité d'activité a été mis à jour et envoyé à tous ceux qui l'ont souhaité afin de rassurer toutes les parties prenantes sur la capacité d'ADECO à poursuivre son activité dans ce temps de crise. Des contacts réguliers entre vous et nos agences, malgré les difficultés organisationnelles que chacun peut rencontrer actuellement, nous ont permis de rester auprès de vous et au plus près de vos besoins. Cette proximité doit et restera toujours notre ADN. En parallèle, notre filiale ADECO Training a également créé un e-learning qui a été déployé à l'échelle mondiale et qui regroupe en 10 minutes toute l'information nécessaire concernant le Covid-19 ainsi que les gestes barrières à respecter. Ces renseignements sont synthétisés pour faciliter la compréhension de la crise face à un nombre important d'actualités qui peuvent être parfois contradictoires et de fake news. À ce titre, le module aborde le port du masque et nous sommes, comme vous, toujours dans l'attente du statut définitif gouvernemental. Ce module e-learning est disponible en 6 langues et est accessible gratuitement sur notre site web ADECO.
Alors, Adecco Training vous propose également, et ce jusqu'au 11 mai, de tester gratuitement l'application web qui vous est dédiée et qui est accessible via smartphone ou ordinateur. Donc, vous trouverez le lien de connexion via l'image qui est sur la droite de la slide et vous pourrez vous y connecter en entrant le mot de passe Adecco. N'hésitez surtout pas à prendre contact avec votre agence de proximité si cette application vous intéresse au-delà du 11 mai. Elle vous en précisera les conditions commerciales d'exploitation. Nous allons maintenant passer sur la session questions-réponses. Nous allons nous efforcer de répondre à un maximum de questions de manière efficace. Donc, nous sommes maintenant à votre écoute. Alors, j'ai une première question. Si je veux rouvrir mon entreprise mi-mai, est-ce que je suis obligée de permettre à tous mes salariés de revenir travailler sur site ou bien je peux laisser certaines personnes en télétravail pour bien organiser la transition? Alors, à ce titre-là, effectivement, les dispositions qui nous sont communiquées nous permettent d'envisager une réouverture des sites sans problème particulier. Par contre, effectivement, le fait de laisser des personnes en télétravail peut être de très bon augure dans le sens où il va permettre d'avoir moins de monde sur place et donc de pouvoir respecter de façon plus agile, on va dire, la distanciation sociale et les premiers pas de reprise d'activité si l'activité a été fortement impactée. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être fortement recommandé dans un premier temps, le temps que tout le monde prenne ses marques et que les actions de prévention que vous allez mettre en œuvre au sein de vos locaux puissent être comprises par tous et appliquées au fur et à mesure par l'ensemble du personnel. Merci Raphaël. Pourrons-nous avoir accès à la trame que vous recommandez pour le DUER? Oui, nous l'enverrons au même titre que le support sur lequel nous nous sommes appuyés aujourd'hui pour notre webinaire. Et bien évidemment, vous aurez cette checklist avec le live, le support du webinaire. Merci Anne. Est-ce que je peux obliger mes salariés à porter un masque et porter des gants s'ils ne le souhaitent pas? Alors, vous pouvez effectivement les obliger à partir du moment où vous avez prévu ça dans vos actions de prévention liées justement à l'identification du risque Covid-19 et à son intégration dans votre document unique. Ok, merci. Qui fournit les masques, les gants et les équipements recommandés? Alors, quoi qu'il en soit, là qu'on parle de salariés permanents ou d'intérimaires, on doit rester sur les préceptes actuels qui sont les dispositions du Code du travail. Donc, hors contexte Covid ou dans le contexte actuel, de toute façon, les EPI sont fournis par l'entreprise utilisatrice. Maintenant, on reste en attente si jamais effectivement des choses viendraient à bouger, mais pour l'instant, on reste sur les dispositions du Code du travail et le respect des accords de branche qui lient les agences d'emploi et les entreprises utilisatrices, tout du moins en ce qui concerne les intérimaires. Ok, merci Raphaël. Comment gérer un salarié qui a peur de reprendre le travail après le déconfinement? Du coup, il va convenir effectivement de bien le rassurer, de bien rassurer un salarié sur les mesures tout simplement que vous avez prises dans votre entreprise et qui visent à assurer sa protection tout simplement et garantir sa sécurité. Donc ici, moi, je parle bien des actions concrètes que vous avez mises en œuvre et qui découlent forcément de l'évaluation des risques que vous avez mis à jour, donc qui inclut le risque Covid-19 et les nouveaux risques qui sont induits. Dès lors que ces actions sont mises en place et que vous avez communiqué avec votre salarié sur le sujet, la crainte exprimée pour reprendre son poste ne serait plus fondée. Maintenant, il y a un point de vigilance qui a été mis en place et qui a été communiqué par le ministère du Travail d'une manière un petit peu plus large sur la thématique de l'abus de l'usage du droit de retrait. Donc si, malgré les actions de prévention mises en œuvre au sein de votre entreprise, malgré une information de vos collaborateurs sur pourquoi vous les avez mises en place, comment elles se caractérisent au quotidien, si malgré cela, quelqu'un refuse de reprendre le travail, effectivement, on pourrait considérer cela comme un usage abusif du droit de retrait qui pourrait entraîner, selon le ministère du Travail,
une retenue sur salaire dans un premier temps pour inexécution du contrat de travail. Alors, cela, pour l'instant, ne saurait être caractérisé comme une faute grave, mais pourrait pour autant constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Merci Raphaël. Dois-je faire constater par huissier la mise en place de mesures sanitaires de protection avant réouverture des locaux? Alors non. Donc ça fait écho au document unique. Donc même réflexion, il va falloir constituer un groupe de travail pour réévaluer l'organisation du travail suite à l'ouverture de votre site. Donc d'une part, encore une fois, lié à la potentielle exposition au Covid-19 et une contamination. Et d'autre part, lié à la réorganisation, à la création de nouveaux postes, au flux de circulation des piétons, des engins qui auraient pu changer. Et après, il convient sur la dimension sanitaire de respecter toutes les préconisations qu'on a pu vous évoquer, à savoir l'affichage des gestes barrières, la distanciation sociale, par un marquage, comme l'évoquait Raphaël, par un marquage au sol si possible. Si ce sont des personnes qui sont sur des postes dits tertiaires, à voir si effectivement il y a nécessité de mettre des plexiglas s'il y a du réception de public. Mais le tout, c'est de réévaluer le risque et de formaliser le plan d'action qui en découle et derrière de former ces salariés à ces nouvelles dispositions. En tout état de cause, de toute façon, en cas de contrôle des autorités, qu'on parle de l'inspection du travail, voire des autorités sanitaires, demain, le contrôle se basera sur l'effectivité des mesures prises et le fait qu'elles étaient bien inscrites dans le document unique et non pas sur quelque chose de plus officiel, sur un constat effectué par huissier. Bon, aujourd'hui, on n'en est pas là. Merci. Quelles sont les mesures pour les manutentions lourdes demandant plusieurs manutentionnaires à moins de 1 mètre? Alors, on a eu le cas en particulier qui s'est posé sur une entreprise qui travaille dans le réseau ferroviaire sur de la manutention de rails pour du remplacement de rails. Et effectivement, les préconisations qui aujourd'hui se montrent peut-être les plus efficaces sur le sujet sont le fait de laisser travailler des gens en proximité à condition qu'ils soient équipés de masques pour pouvoir se protéger eux-mêmes. Par contre, en termes de promiscuité, le fait d'utiliser des gants de manutention sur des zones qui auraient été touchées par des gants portés par une autre personne potentiellement contaminée laisse présager le fait qu'il va falloir anticiper ces manœuvres et fournir les équipiers ou en tout cas les personnes qui sont chargées de ces tâches de manutention, les équiper de plusieurs gants. Donc si possible, à minima 2 paires, pour que dès lors qu'une manutention pour des personnes qui se sont retrouvées trop près ou touchant au même endroit, la personne puisse enlever son jeu de gants, mettre une nouvelle paire de gants et en même temps pouvoir procéder au nettoyage ou à la désinfection de la première paire de gants, le temps de les laisser sécher avant potentiellement de les rechanger si besoin. Et je me permets d'ajouter, il faut aussi privilégier les mêmes salariés au sein d'une équipe et éviter de renouveler les personnes. Donc, une fois qu'une équipe dédiée à une tâche est constituée, il faut vraiment privilégier que cette même équipe reste à travailler ensemble. Merci Anne. Avez-vous des précisions sur les entreprises accueillant des publics spécifiques, personnes en situation de handicap, et quelles sont les mesures et obligations? Alors, à date, aujourd'hui, on n'a rien de spécial qui est sorti ou en tout cas qui a été porté à notre connaissance sur le sujet. On va rester sur des préconisations qui sont très génériques dans un premier temps, qui vont rester un petit peu toutes celles que l'on a pu aborder au cours de ce webinaire.
Maintenant, il est possible également que par le biais d'accords de branche et par le biais des différentes catégories d'emploi, on ait des préconisations spécifiques qui puissent être véhiculées et portées à la connaissance de chacun, un peu comme l'a fait le BTP, où en l'absence de consignes gouvernementales claires, l'OPP BTP a pris le lead sur tout un tas de sujets et a, entre guillemets, créé son guide de reprise qui donne des préconisations très précises à l'ensemble des entreprises du secteur du BTP pour pouvoir reprendre en toute sécurité. Donc à date, rien de spécifique, si ce n'est les cas génériques, mais potentiellement peut-être par le biais de la branche ou du secteur d'activité des communications qui pourraient venir compléter tous les éléments qu'on a pu aborder avec vous aujourd'hui en tout cas. Ok, merci Raphaël. Nous pouvons aménager les horaires de nos collaborateurs, mais dans quelle mesure? Est-il possible de faire du 10h-20h par exemple, ou décaler du mardi au samedi? Alors, sur l'aménagement des horaires, donc sachez qu'il y a eu, encore une fois, selon les accords de branche, des extensions du temps travaillé et du temps de récupération. Après, comme c'est un changement organisationnel qui a un impact sur les salariés, il faut soumettre cette décision au comité central d'entreprise, au CSE, pardon, ou faire valider à défaut par les élus. Mais il faut consulter les élus avant de prendre une décision qui aura vraisemblablement un impact important sur demain l'organisation de l'entreprise. Merci Anne. Une nouvelle question. Doit-on avoir des mesures de prévention sécurité différentes suivant les étages et les salles de bureau de mon entreprise? Alors, à ce niveau-là, en fait, on peut partir du principe qu'il va y avoir au sein de l'entreprise des mesures générales de prévention, quelque chose qui va concerner vraiment tout le monde. Mais selon l'évaluation du risque que vous avez faite, si effectivement des étages liés peut-être à un agencement spécifique, je parle peut-être de portes qui sont obligatoirement en position fermée, qu'on ne peut pas laisser et maintenir ouvertes. Si ce sont des usages aussi qui sont spécifiques avec l'accueil du public ou des locaux spécifiques avec des systèmes d'archives, des aérations ou peut-être des locaux de ménage, on peut envisager que votre évaluation du risque lié au Covid-19 ne soit pas exactement la même sur cette étape, enfin sur cette zone précise par rapport à l'organisation générique de votre société. Et dès lors, effectivement, vous pouvez avoir une organisation d'action de prévention globale à votre entreprise et avec des actions de prévention spécifiques là ou là, selon les besoins que vous auriez identifiés dans votre évaluation des risques. Encore une fois, tout tourne autour de l'évaluation du risque, donc du document unique, et surtout derrière du plan d'action que vous allez mettre en place et des actions que vous allez déployer pour y répondre. Merci Raphaël. Alors, comment peut-on gérer un cas de suspicion Covid-19? Et si le Covid-19 est attrapé au travail, que se passe-t-il? Alors, je vais commencer par la gestion du cas de suspicion, puis si tu veux, Anne, je te laisse prendre la fin de la question. Du coup, l'anticipation de la démarche à ce niveau-là, elle est vraiment primordiale, d'où le fait, dans la liste des incontournables dont on vous a parlé tout à l'heure, de bien anticiper cette gestion des consignes. Donc, il faudra dans un premier temps isoler le salarié et éviter tout contact avec ses collègues. Il conviendra également de veiller encore plus particulièrement à l'application des gestes barrières et il faudra prévenir le plus rapidement possible le supérieur hiérarchique afin d'organiser au mieux son retour à domicile. Sur l'aspect médical, le salarié, lui, il sera en charge de prendre contact avec son médecin traitant pour connaître la conduite à tenir qui va correspondre aux symptômes qu'il va déclarer. Maintenant, côté entreprise, sur le plan organisationnel, il faudra immédiatement nettoyer les surfaces du poste occupé, les outils de travail qui auraient pu être partagés, de façon à tout de suite couper court à la propagation éventuelle du virus. Et il conviendra également d'aérer la pièce de façon à pouvoir tout de suite rétablir une circulation d'air.
Un point qu'il ne faut surtout pas minimiser, ça va être aussi de prévenir les salariés ayant été en contact étroit et prolongé, et j'insiste sur étroit et prolongé, avec le porteur présumé ou avéré du virus. Donc, quand je dis j'insiste sur étroit et prolongé, le virus va pas se propager quand on s'est juste croisé d'un bout à l'autre du parking. On parle bien d'un contact étroit et prolongé, donc moins d'1 mètre, et on s'accorde à dire effectivement que ce sont sur des périodes de quelques minutes. Et sur la notion d'accident du travail, alors actuellement, il est très difficile de pouvoir recouper l'origine et la date de la contamination. Un accident du travail, c'est un fait qui est soudain et qui a lieu sur le lieu de travail en lien avec les tâches que le salarié effectuait. Là, on est dans le cadre d'un virus, d'une contamination d'un virus. Donc, si vraiment vous étiez contraint d'avoir à déclarer cet accident du travail, il faudra émettre une lettre de réserve motivée sur le caractère non professionnel de cet accident du travail. L'absence de causalité, l'absence de fait soudain. Et la durée d'incubation aussi. Et aussi, merci Raphaël, la durée d'incubation qui va de 2 à 14 jours. Alors, rien ne prouve que le salarié a été contaminé au sein de son entreprise. Comme le soulignait Raphaël, il faut un contact qui soit vraiment à proximité et de manière prolongée. Il y a plus de, entre guillemets, c'est vrai que hors Covid, on se rend compte que les salariés, quand ils sont dans le cadre de l'entreprise, ils font attention à leurs déplacements, ils sont consciencieux dans leur travail, ils travaillent de manière sécuritaire, et une fois qu'ils sortent de chez eux, entre guillemets, ils mettent leur cerveau sur off. Et pour rappel, voilà, on a 500 accidents du travail mortels, ce qui est déjà beaucoup trop, contre 18 000 accidents domestiques mortels en France. Merci Anne et Raphaël. Dois-je demander un certificat médical aux personnes à risque qui souhaiteraient revenir travailler, donc personnes de plus de 65 ans ou avec des problèmes de santé? Écoutez, à date, quoi qu'il en soit, la notion de certificat médical ne s'impose pas. Néanmoins, beaucoup d'entreprises aujourd'hui mettent en place un système un petit peu déclaratif à l'entrée du site pour pouvoir vérifier que le collaborateur, avant de pénétrer sur site, va bien s'engager à déclarer si effectivement il a été en contact, s'il a des symptômes. Mais au-delà de ça, effectivement, aujourd'hui, on n'a pas de préconisation particulière sur l'établissement ou la demande, entre guillemets, de certificat médical. Maintenant, eu égard à ce qu'on a pu dire auparavant, on peut aussi envisager que ces personnes-là, si le poste qu'elles occupent le permet, puissent dans un premier temps, et tant que la contamination par le virus et la pandémie est vraiment active sur le territoire, rester en télétravail de façon à pouvoir se protéger au maximum. Tant que cela est possible, effectivement. Et puis en même temps, ça va recouper ce qu'on a pu voir un peu plus tôt, qui mettait en avant le fait peut-être de laisser des gens aussi en télétravail dans un premier temps, malgré une reprise, pour avoir moins de personnes présentes à date sur le site, et donc du coup favoriser, on va dire, l'application des gestes barrières et la distanciation sociale au sein de votre entreprise. Merci Raphaël. Une nouvelle question. L'employeur doit-il proposer des horaires de travail aux salariés parents adaptés à la contrainte de garde d'enfants? Certaines communes ont garanti une fermeture jusqu'à septembre. Est-ce obligation de l'employeur d'accepter une flexibilité des horaires due à la garde d'enfants? Alors, le sujet, il est un petit peu hors de mon scope. On n'est plus trop sur de la prévention sécurité. J'aurais peut-être tendance à dire que de toute façon, un petit peu comme Anne a pu vous le présenter sur les aménagements des horaires de travail ou des journées de travail,
Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui peut peut-être s'entendre, mais à condition d'en discuter et de le prévoir dans votre groupe de travail de reprise d'activité. Par exemple, ça peut être abordé. Maintenant, sur le côté obligation légale de l'employeur liée à ce sujet, moi, je vous conseillerais plutôt de vous rapprocher d'un juriste qui pourrait effectivement vous donner un peu plus de visibilité là-dessus, parce que là, on arrive effectivement, nous, en limite de notre expertise en termes de prévention sécurité. On sort du champ. Merci Raphaël. Est-ce que je suis obligée d'avoir un stock de gants et masques suffisant à disposition de mes salariés pour pouvoir ouvrir chaque jour? Alors encore une fois, si les gants et les masques sont prévus au niveau des mesures de sécurité pour assurer la prise de poste, oui, vous êtes dans l'obligation d'avoir le stock nécessaire. Si les EPI ont été identifiés, encore une fois, dans votre document unique comme action de prévention pour limiter, supprimer ou limiter au plus bas la survenance du risque lié au Covid, vous êtes effectivement dans l'obligation d'avoir un stock nécessaire pour protéger l'entièreté de vos salariés. Merci. Que préconisez-vous pour l'utilisation des toilettes? S'il n'y a que 6 toilettes, ne permettent qu'à 6 salariés de venir dans les bureaux, où chacun utilise son rouleau de papier toilette, désinfecté après chaque utilisation? Quelles sont les recommandations? Alors, à ce niveau-là, effectivement, on va rester sur une procédure d'accès global à cet endroit. Donc, au niveau de l'accès aux toilettes, effectivement, le but du jeu sera de privilégier au maximum le fait d'utiliser du matériel ou en tout cas des éléments qui vont être soit attitrés à quelqu'un, mais dans tous les cas, effectivement, on ne pourra pas passer outre le fait de nettoyer et désinfecter aussi bien les poignées, les loquets, les chasses d'eau, de façon à pouvoir garantir qu'effectivement, on ne risque pas de contaminer quelqu'un ou d'être contaminé en allant aux toilettes. N'hésitez pas surtout à vous rapprocher des sociétés de nettoyage avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler pour voir et pour qu'ils puissent vous donner des pistes derrière, aussi bien en termes de produits ou de protocoles de nettoyage, de façon à ce que vous ne soyez pas dépourvus de ressources sur le sujet. Et vous avez également sur le ministère du Travail la fiche pratique sur l'entretien et le nettoyage des locaux. Merci à tous les deux. Je vous propose peut-être une dernière question, une ou deux. Que faire si un collaborateur a de la température à l'arrivée en entreprise? Est-ce qu'il faut ne pas l'accepter ou reprendre un peu plus tard la température? Nous serions d'avis d'inviter le salarié à rentrer chez lui. Il vaut mieux pas, entre guillemets, prendre de risques. Hein. C'est peut-être pas de la fièvre liée au Covid-19, mais en tout état de cause, il y a une suspicion, il y a de la fièvre. Un des symptômes qui fait partie du Covid-19. Donc, il vaut mieux ne pas prendre de risques et inviter le salarié à regagner son domicile. Merci Anne. J'ai une autre question en lien avec la température. Pouvons-nous obliger les salariés à prendre leur température tous les jours avant leur prise de fonction? Alors là-dessus, moi je resterai sur la position qu'a pu exprimer Anne aussi tout à l'heure, qui serait de dire que, étant donné que vous avez un plan de reprise d'activité ou un plan d'organisation d'activité avec des mesures spécifiques qui ont été mises en place par rapport au Covid et à la gestion de la crise actuelle, si effectivement tous ces éléments-là ont été discutés de manière effectivement participative avec aussi bien vos élus que vos salariés sous la forme de groupes de travail, il n'empêche qu'effectivement il va falloir effectivement communiquer avec eux et surtout sensibiliser vos élus à cette position avant même de chercher à la déployer.
Donc, ça peut s'envisager. Maintenant, on restera sur du déclaratif et surtout, en tant qu'employeur, vous allez avoir une obligation très stricte de ne surtout pas collecter ces informations et les archiver, parce que là, du coup, vous allez vous mettre à défaut d'un point de vue de la RGPD. Donc, la CNIL a une position très arrêtée sur le sujet. Vous ne devez pas collecter ces informations. Donc, après, vous pouvez leur demander, et ce sera du déclaratif, mais vous ne pouvez surtout pas les archiver, ainsi que toute autre donnée qui serait d'ordre médical. Merci Raphaël. Peut-être juste avant de vous laisser conclure, rappeler à tous nos participants qu'on organise une table ronde le 6 mai à 15 h pour vous aider à préparer la reprise. Donc l'objectif sera d'identifier, d'anticiper et de prévenir les risques de la reprise d'activité, donc que ce soit sur le plan légal, les sources d'informations fiables et pertinentes, les risques psychosociaux ou encore la remobilisation, l'engagement et le management. Donc, on vous enverra une invitation. Il y a certaines personnes ont peut-être déjà reçu. On en renverra une aujourd'hui à la fin de ce webinaire. Et vous recevrez également la présentation de tout le webinaire à la fin. Voilà, je vous laisse conclure. Nous avons donc balayé ensemble le sujet du Covid-19. Encore beaucoup de questions subsistent, ça nous n'en doutons pas. Nous en découvrons aussi encore chaque jour avec les actualités. En tout cas, un grand merci pour votre participation, pour le temps que vous avez pris pour partager avec nous sur le sujet. Et nous vous souhaitons bon courage et bonne reprise d'activité. Voilà, merci encore pour votre connexion. N'hésitez surtout pas à prendre contact avec vos interlocuteurs en agence dès maintenant. Ils sont à vos côtés en tant que partenaires RH, donc n'hésitez pas à vous tourner vers eux. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.